L'entreprise LVMH a corrigé en bourse ces derniers mois et je reçois pas mal de questions à ce sujet. On va donc s'y attaquer dans cet épisode. On parlera donc des derniers résultats qui ont été publiés par l'entreprise et on va aussi et surtout aller regarder les chiffres de l'entreprise ensemble. J'ai fini mes fichiers de valorisation, ça fait pas mal de temps que je bossais dessus et je vais donc aussi pouvoir vous présenter un prix qui pourrait m'intéresser si je voulais rentrer l'entreprise en portefeuille. Et je répondrai aussi à cette question en fin de vidéo. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement, je vous partage mes chiffres, ma vision sur les entreprises, mais au final faites vos analyses, vous êtes les seuls responsables de vos investissements, c'est important, je le répéterai jamais assez. Alors LVMH, c'est une assez longue histoire pour moi puisque j'avais acheté à l'époque en mai 2019 des actions, c'était mes tout débuts en actions individuelles dans un PEA. J'avais honnêtement pas grande idée de ce que je faisais, j'avais entendu dire qu'ils envoyaient un rapport annuel papier, d'ailleurs j'ai toujours celui de 2018, je connaissais leurs marques, Louis Vuitton, Moet Hennessy, etc. J'avais donc acheté 2 actions pour 675 € en mai 2019 que j'ai revendu sans trop savoir pourquoi, parce que j'avais vu un petit gain latent et je me suis dit tiens c'est une bonne idée. Comme je vous dis, je savais pas trop ce que je faisais à mes débuts, comme tout le monde, on est tous passés par là, et j'avais revendu en novembre 2019 les 2 actions à 951 €. Et comme l'entreprise a beaucoup corrigé récemment, on voit qu'on est passé de 900 € à 620 € actuellement en quelques mois si on prend le point haut ici au niveau de mon pointeur. J'ai eu pas mal de questions qui m'ont été envoyées en commentaire, en DM sur Insta, etc. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à l'entreprise, pas comme en 2019 où je l'avais juste acheté parce que je la connaissais, mais on va rentrer un petit peu plus en détail dans les chiffres. Sachant que ça fait pas mal de temps que je bosse dessus, vous voyez, j'avais déjà fait l'analyse quantitative sur LVMH en septembre 2024. Là, c'est des vidéos qui sont dans le programme de formation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même pour que je vous présente ce en quoi ça consiste. Et vous voyez que j'ai aussi rajouté l'entreprise dans mon fichier de suivi de prix cible. Juste pour vous montrer graphiquement ce qui s'est passé sur le titre. Donc comme je vous le disais, l'entreprise en mars 2024, elle était pas loin des 900 €. D'ailleurs, désolé si dans la vidéo à un moment je dis dollars, c'est l'habitude, mais oui, on est bien coté en euros. Et aujourd'hui, on est à 620 €, ce qui fait environ moins 28, moins 30%. Et elle avait baissé jusqu'à moins 33% quand elle avait touché vers les 580, 600 € il y a quelques jours. Donc au niveau de l'entreprise, déjà, il faut savoir, petit rappel, même si je pense que beaucoup de personnes connaissent l'entreprise, elle est très connue dans le monde de la bourse en France, beaucoup de personnes en parlent pour la rentrée en PEA, etc. Mais quand même, LVMH, c'est le numéro 1 mondial du luxe avec un portefeuille de plus de 70 marques. Et ils sont donc dans les vins et spiritueux, dans la maroquinerie, dans les cosmétiques et les parfums, les montres et les bijoux. Ils ont aussi des points de vente avec Sephora, des magasins très célèbres à Paris et sur certaines des autres plus belles avenues du monde, etc. Le rapport du 3e trimestre 2023 a été publié, je vous les ai mis ici en petit, on peut aller le regarder aussi en grand, on passera un petit peu de temps dessus, mais ici l'objectif c'est pas du tout de vous faire le journaliste, hein, vous êtes capable d'aller lire des documents, on va plus rapidement passer sur les chiffres, sur ma thèse d'investissement, etc. Globalement quand même, ce que je tiens à préciser, c'est que l'entreprise, elle a souffert en bourse parce qu'ils ont du ralentissement sur le chiffre d'affaires, sur plusieurs secteurs et plusieurs zones géographiques, ça se voit ici dans les chiffres, sur 9 mois glissants en 2023, ils avaient stagné, et sur 9 mois glissants en 2024, ils sont en baisse sur le chiffre d'affaires, vous le voyez ici. Ils souffrent notamment énormément en Chine. C'est quelque chose qu'on voit ici sur leurs chiffres en Asie où on exclut le Japon. Et à savoir aussi que clairement le consommateur souffre énormément en Chine. Et de ce que j'entends et ce que je continue à voir sur ce sujet, ça ne va pas en s'améliorant. Et d'ailleurs, c'est pas forcément étonnant parce qu'en rentrant de Chine en 2019, sachant que j'ai passé plusieurs années là-bas, je parlais énormément notamment à mes collègues que ça allait être très dur en Chine dans les prochaines années. Et on remettait tout le temps mes propos en cause en me disant ce qu'on rendait évidemment, par exemple à la télé ou dans les médias, qu'il y avait de la forte croissance, etc. là-bas. Et moi, j'arrêtais pas de parler de 2 choses, les problèmes démographiques. Quand j'y étais, c'était une population très vieillissante et ça ne va pas du tout en s'arrangeant. Et des gros problèmes sur l'immobilier, avec la majorité du patrimoine en immobilier, des prix qui étaient complètement fous à Shanghai. Et les informations 5 ans plus tard commencent à arriver même dans les médias. Il n'est jamais trop tard. Donc clairement, sur les documents financiers, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des difficultés en ce moment. Ils ne le cachent pas et ils le disent même. Cependant, comme on le verra après, et je tiens d'ores et déjà à le dire, c'est une très belle entreprise. Leur croissance a été phénoménale sur les 10 dernières années. Ils sont extrêmement bien gérés, ils ont des belles marges, ils sont rentables. On verra, il y a 2-3 petites choses sur la dette qui me gênent un petit peu par rapport au flux de trésorerie disponible, mais c'est pas non plus super inquiétant s'ils redressent la barre. Donc globalement, je tiens à le dire, c'est une très belle entreprise. Et par contre, je suis pas étonné qu'elle ait souffert en bourse actuellement parce qu'ils sont en baisse sur la majorité des secteurs. Et on voit sur les segments qui souffrent particulièrement sur les vins et spiritueux,
Encore une fois, notamment en Chine, je suis pas étonné. Je voyais du NSI de partout à l'époque, et si le consommateur va très mal, et bien forcément les ventes vont souffrir. Sur la maroquinerie, on baisse aussi. Sur les bijoux et montres, on baisse aussi. Et on augmente un tout petit peu sur les parfums et sur la vente de détail. Donc là, on est passé rapidement sur la partie qualitative, mais sachez que j'ai passé beaucoup de temps à l'étudier. Je suis dessus depuis début septembre. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est passer sur les chiffres. Au niveau du chiffre d'affaires, vous voyez que l'entreprise s'est très bien comportée sur 10 ans avec 11,28% de croissance par an sur le chiffre d'affaires. Par contre, vous constatez depuis plus d'un an qu'on a eu le ralentissement, puis le début de la baisse sur le chiffre d'affaires. Vous le voyez ici aussi en trimestriel. Donc, pas étonnant que l'entreprise souffre en bourse, mais globalement, tout le secteur du luxe souffre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo de comparaison de plusieurs entreprises du luxe il y a environ un mois. Vous l'avez bien apprécié, n'hésitez pas à retourner la voir. Je parlais de LVMH et aussi de Hermès et de deux autres entreprises. Au niveau des marges, c'est un business rentable. Et ce que j'apprécie de voir, c'est que malgré le fait que le chiffre d'affaires est en train de stagner, voire même de baisser récemment, eh bien, on a l'air de quand même globalement tenir les marges. Donc en haut, vous avez la marge brute. Rien d'étonnant qu'on soit pas loin de 70% malgré qu'on soit sur des produits physiques, mais c'est une entreprise qui vend des produits extrêmement chers par rapport à ses coûts de fabrication. Donc les cost of goods sold en anglais, donc le prix que l'on paye pour fabriquer les produits, donc pour un sac à main, les matières premières, etc. Donc tous les coûts directement liés à la fabrication, et si on ne parle pas de la recherche-développement, du marketing, etc., eh bien ils vont être assez bas par rapport au prix qu'on vend, donc marge brute élevée. Et moi j'aime voir des marges brutes élevées parce que qui dit marge brute élevée dit gros potentiel de gagner de l'argent. Si on a une marge brute à 10%, bonne chance pour gagner de l'argent derrière. Et c'est le cas de beaucoup d'entreprises, notamment quand on fabrique des produits. On pensera ici par exemple au secteur industriel ou au secteur de l'automobile encore. On a des marges nettes et des marges sur les flux de trésorerie disponibles avec une médiane sur 10 ans de 12% pour la marge sur flux de trésor et de 13,5% pour la marge nette. Sachant que les marges nettes se sont améliorées ces dernières années, donc félicitations à l'entreprise pour ça. Ce sont des marges, si on prend les médianes sur 10 ans, qui sont bonnes. Elles ne sont pas exceptionnelles, on n'est pas sur un 30% de marge nette, ce qui est vraiment très élevé et peu d'entreprises arriveront à atteindre de tels niveaux, mais quand on passe la barre des 10% et qu'on a une médiane à 12 et 13,5% pour respectivement les flux de trésorerie disponibles et les marges nettes, clairement on n'a pas à se plaindre non plus. Donc une belle entreprise qui a eu beaucoup de croissance, cependant la croissance ralentit, mais des belles marges qui tiennent pour l'instant. On va aller voir un petit peu tout ce qui est cash flow, etc. parce que justement, j'ai quand même remarqué que l'entreprise avait un petit peu de dette. Alors après, c'est pas forcément quelque chose qui m'inquiète trop, la dette, surtout si elle est mise notamment sur de l'immobilier de qualité dans les plus beaux endroits du monde. Pourquoi pas de lever la dette, honnêtement, c'est pas quelque chose qui va me choquer, surtout si on peut la rembourser. Et ça, c'est ce qu'on va regarder actuellement. Donc on constate quand même qu'ils ont levé beaucoup de dettes par rapport à 2018. Vous voyez ici l'augmentation sur la ligne en orange. Maintenant, si vous allez regarder actuellement en banque, sachant que là on est sur les chiffres d'il y a 3 mois, on avait en termes de cash 7 milliards d'euros de cash pour une dette de 40 milliards. Donc il faudrait globalement, si on utilisait l'intégralité du flux de trésorerie disponible évidemment pour rembourser la dette, ce qui ne sera jamais le cas bien sûr puisqu'il y a d'autres choses à payer, mais voilà, on serait globalement sur au moins 6-7 ans pour rembourser cette dette, ce qui n'est pas court honnêtement. Surtout qui paye un dividende. Et si vous regardez le flux de trésorerie disponible globalement aussi bien en trimestriel qu'en 12 mois glissants, il est en train de passer en bonne partie pour payer ce dividende. Là en 12 mois glissants, on est à 12 milliards de flux de trésorerie disponibles et il y en a plus de la moitié qui part juste pour le dividende. Et si vous regardez d'ailleurs, les flux de trésorerie disponibles ont un petit peu baissé en 2022. Si on le prend en trimestriel, on est en train de stagner, mais effectivement on est plus bas qu'il y a encore 2 ans. Et si vous regardez au niveau des actions, ils en rachetaient beaucoup à l'époque et ils sont en train d'en racheter un petit peu moins. Donc je pense que c'est une entreprise très bien gérée qui est en train de se serrer la ceinture sur sa gestion du cash parce que ventes qui ralentissent et donc forcément il y a un moment la trésorerie on souffre un petit peu. Surtout si en plus on a de l'inventaire qu'on n'arrive pas à découler. D'ailleurs si vous faites une analyse complète de votre côté, allez vérifier l'inventaire, ça pourrait être très intéressant à regarder. Et clairement quand je vois une entreprise qui a priori est en train de se rendre compte qui commence à avoir des petites difficultés et qui par exemple rachète moins d'actions et ou va peut-être arrêter d'augmenter le dividende, alors certes ça fait mal sur le court terme et ça se voit en bourse, mais c'est des bonnes décisions à prendre. Vous avez des entreprises qui peuvent plus payer un dividende et qui vont continuer à le payer parce que les dirigeants c'est des employés et ils veulent surtout pas se mettre les actionnaires à dos. Là le patron est toujours là, il a des billes dans le business, donc clairement il va bien gérer son business, il va préférer prendre des décisions difficiles maintenant
pour que l'entreprise aille bien. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie voir. Et en même temps, je suis pas étonné que ce soit bien géré parce que Bernard Arnault, le PDG, il est là depuis longtemps. C'est son bébé. Il va certainement en redonner une grande partie à sa descendance. Donc clairement, il a intérêt à bien gérer le business et il se moque, à mon avis, de ce que fait le cours de l'action sur le court terme. On va aller regarder rapidement le dividende. C'est assez exceptionnel. Ils l'ont augmenté depuis 5 ans en composé de 16% par an. Est-ce qu'ils vont pouvoir l'augmenter autant dans les 2-3 années qui arrivent? Honnêtement, je suis pas certain. Et j'irais même jusqu'à dire que ce serait une bonne chose s'ils ne l'augmentent pas justement pour passer ce moment difficile. Après, je tiens à dire, l'entreprise, avec les dividendes réinvestis et même sans les dividendes réinvestis, on voit qu'elle fait beaucoup mieux que le S&P 500 ici sur 10 ans. Vous voyez qu'on se balade globalement, même après la baisse, avec plus de 500% de gains latents avec les dividendes réinvestis, contre 250% pour le S&P 500, donc ça a fait 2 fois mieux. Et si on regarde, on va dire sur 5 ans en se mettant en 2019, on voit globalement on est en ligne avec le S&P 500. On va aller voir les ratios de prix et ensuite on ira voir ma valorisation et mes projections, parce que je le rappelle encore et toujours, les ratios de prix, la seule chose que ça fait, c'est vous montrer ce que le marché a payé à l'époque pour le business et ce qu'il est en train de payer aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'on est sur les ratios de prix qui sont bas, comme vous le voyez ici, à 3,5 pour le prix par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à plus de 6-7 en 2021. Et quand je dis bas, je dis pas bas par rapport à d'autres entreprises. Un prix par rapport au chiffre d'affaires de 3, on peut pas considérer que ce soit bas. Évidemment, il faut voir les marges et la croissance en face. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bas historiquement par rapport à ce qui s'est passé sur le business. Et d'ailleurs, si vous regardez, le prix par rapport au chiffre d'affaires est exactement en ligne avec la médiane des 10 dernières années. Donc le business est revenu sur une médiane d'un point de vue de la valorisation sur ce prix par rapport au chiffre d'affaires. Mais encore une fois, ça ne suffit pas les ratios de prix, parce que payer un business pas cher historiquement, si le business se porte très mal, eh bien peut-être que le ratio il est aussi bas pour une bonne raison. C'est pour ça que moi je veux toujours projeter dans 3 à 5 ans ce que va faire le business d'après mon analyse, mes projections, ma vision du secteur, ma compréhension de l'entreprise, et ensuite je réactualise dans le présent avec un prix que le marché sera prêt à payer, et ça me donne un prix à payer aujourd'hui, et ça je vous le montre en fin de vidéo. Juste rapidement, le prix par rapport au flux trésorerie disponible, pareil, historiquement, vous voyez qu'on a une médiane sur les 10 dernières années à 26,8 et on est à 24. Donc historiquement, le business s'échange pas cher par rapport à ces ratios de prix. Et sur le prix par rapport au bénéfice, donc le célèbre PER, le prix par rapport au bénéfice, on est à 21,5 contre 24 sur la médiane. Donc l'entreprise, historiquement, elle est sous ces valorisations qu'elle a pu avoir en médiane sur 10 ans. Maintenant, comme je vous le disais, pour moi, ça suffit pas. Donc j'ai fait mes projections dans le futur et si je venais à valider ma partie qualitative, donc est-ce que j'aime le business model, est-ce que je comprends assez le secteur, ce qui est un point un peu bloquant pour moi, le luxe, c'est pas quelque chose que je maîtrise de trop, et quand je suis pas à l'aise à comprendre une entreprise, j'ai du mal à mettre de l'argent dessus parce que ça va m'empêcher de dormir sur mes 2 oreilles. Mais par contre, d'un point de vue purement des chiffres, on n'est pas sur un prix qui me paraît surévalué actuellement. Si on a un retour de la croissance et si on maintient les marges, je le dis évidemment. Mais mes chiffres, d'ailleurs, je tiens aussi à le dire, ils sont généralement très conservateurs parce que j'aime bien aussi faire des bonnes affaires. Et donc actuellement, on serait sur un prix à payer, il faudrait que je sois allé à 550 $ grand max. Donc on est vraiment pas loin, hein. Je veux dire, si on se prend une baisse, ça, on peut y arriver. Et honnêtement, encore une fois, chiffre très conservateur. Si je voulais vraiment l'entreprise, que qualitativement, je la comprenais parfaitement, entre 550 et 600, on a une différence qui n'est pas non plus énorme et je pourrais peut-être commencer un DCA. Et juste petite info pour les membres du programme, vous avez tous les fichiers à jour dans l'espace membre. Maintenant, pour ma conclusion, personnellement, je bloque sur la partie qualitative de mon analyse sur l'entreprise. C'est un très beau business, j'en ai aucun doute, il est très bien géré. Mais moi j'ai un problème sur la compréhension du secteur, le luxe je connais pas tant que ça. J'ai aussi une expérience sur ce qui s'est passé en Chine qui forcément va m'influencer un petit peu parce qu'ils étaient très consommateurs des produits, notamment au niveau des boissons et de la maroquinerie. L'environnement économique aussi me rassure pas forcément trop, surtout sur les classes moyennes là-bas. Au niveau des risques, je pense que j'ai pas toutes les compréhensions sur les images de marque. Je connais pas très bien leurs marques. Est-ce que c'est populaire chez les jeunes? Est-ce que c'est populaire chez les anciennes générations? Est-ce qu'ils touchent un marché où les personnes vont avoir de plus en plus d'argent? Donc par exemple les 15-20 ans qui un jour gagneront beaucoup plus d'argent, ou est-ce qu'ils sont en train plutôt de viser des personnes qui ont 60 ans et plus, qui auront peut-être moins d'intérêt à acheter leurs produits dans 10 ans. Aussi évidemment les impacts politiques, on va pas se voiler la face, on n'en dira pas plus à ce sujet. Après je comprends que vous soyez nombreux à vouloir vous positionner dessus, d'ailleurs j'en parlais avec un des membres de la formation et clairement si l'analyse qualitative est tout au vert,
pourquoi pas y aller, parce que fondamentalement, si vous faites votre projection, vos chiffres et que la valorisation ne vous choque pas non plus, c'est un très beau business. Et personnellement, je ne vais pas me positionner pour des raisons plus qualitatives que quantitatives, donc beaucoup plus pour le business model en lui-même qui va me bloquer un petit peu de par ma compréhension, il faudrait que je l'étudie encore, à ce jour, hein, peut-être qu'un jour je serai plus à l'aise avec, que les chiffres. Les chiffres ne me choquent pas tant que ça s'ils redressent la barre avec les petites difficultés qu'on voit en ce moment, et si aussi, pourquoi pas, il me ferait un petit peu baisser cette dette. Un point aussi que je tiens à préciser, si quelqu'un ouvre une position, ça peut clairement encore baisser. La baisse n'est peut-être pas finie, ça personne ne peut savoir ce qui va se passer sur le court terme. Et personnellement, si je me positionnais, et je mets ça au conditionnel parce que actuellement je pense pas me positionner dessus, eh bien je ferais une analyse écrite, complète et précise. Bon là j'en fais des vidéos donc c'est encore mieux, ça me permet de revenir sur les entreprises, savoir pourquoi je les ai achetées ou pas, et ainsi si ça baisse encore, je saurai pourquoi je l'ai acheté, et si la négativité et la peur vient à se répandre si l'entreprise baisse encore, ce qui peut tout à fait être le cas parce que les marchés, les médias, etc. sont aussi là pour sur le court terme répandre soit l'euphorie, soit la peur, c'est comme ça que les humains fonctionnent, eh bien si j'ai ma tasse d'investissement, j'aurai pas de problème à tenir ma position. Donc en conclusion, c'est une très belle entreprise qui corrige clairement suite à des difficultés sur les ventes. Elle est profitable, les marges sont là. On a une belle gestion historique de la part du PDG qui d'ailleurs doit être en train peut-être de travailler sur son successeur. Et je tiens à dire aussi que je comprends la correction en bourse et que des personnes s'y intéressent. Et même moi, sur les chiffres, en soi, ça me paraît pas si mal. On continue avec plaisir la conversation constructive, évidemment, dans les commentaires, sur le Discord ou encore en DM sur Instagram. Un grand merci pour votre soutien depuis les débuts, je le répète toujours, mais c'est vraiment important. Aussi, comme d'habitude, je suis mon seul sponsor. Ainsi, pour ceux qui voudraient être accompagnés dans leur apprentissage, comme les membres actuels du programme de formation, sachez que celui-ci contient tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts en bourse. Et il a comme colonne vertébrale la formation vidéo que vous suivez dans le temps. Mais j'ai aussi tenu à rajouter à ça, évidemment, mon portefeuille, mes achats et mes ventes, tous mes fichiers, les vidéos exclusives que je fais, les analyses que je fais en amont de YouTube et notamment des sessions de travail parce que quand je fais une vidéo sur YouTube, j'ai beaucoup travaillé en amont et c'est des choses que je peux enregistrer pour les partager. C'est complètement brut de décoffrage alors qu'ici sur YouTube, c'est des vidéos beaucoup plus dynamiques avec du montage pour justement garder que l'essentiel pour faire des vidéos plus courtes pour vous. Enfin bref, énormément de contenu pour apprendre l'investissement en bourse sur le long terme et vous avez aussi et surtout plusieurs mois d'appels individuels avec moi-même chaque semaine afin de ne pas être seul face à une énième formation vidéo mais au contraire qu'on puisse itérer ensemble, faire des analyses ensemble afin que vous appreniez vraiment à faire la même chose. Si tu es intéressé, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même afin de te présenter l'intégralité du programme. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. On continue la discussion en commentaire ou sur Insta. Bonne journée à tous.